Bonjour chers internautes et bienvenue sur Women First TV. Un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de La Loupe. La Loupe, votre émission qui revient d'habitude sur l'actualité phare de la semaine. Et pour cette semaine, nous avons comme thème compétences, expertise et leadership la place des femmes sénégalaises dans les sphères politiques ou en tout cas dans les sphères de prise de décision. Malgré les avancées significatives, les femmes continuent de faire face à de nombreux défis pour accéder aux hautes responsabilités. La dernière preuve, un nouveau gouvernement de 30 ministres, dont 4 femmes seulement. Quelle est aujourd'hui en tout cas la place des femmes dans les instances de décision? Quels obstacles persistent et quelles perspectives pour renforcer leur leadership? Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Madame Aminata Djigo, professeure de lettres, consultante et secrétaire générale de African Women Leader Network Aoulin Sénégal. Bonjour Madame Djigo. Bonjour, c'est un plaisir de venir au nom de notre organisation Aoulin Sénégal participer à une émission au lendemain de la publication de la liste du nouveau gouvernement. Un plaisir de vous accueillir en tout cas sur ce plateau, mais aussi sur cette chaîne en tout cas qui œuvre pour la promotion du leadership féminin. Et comme chaque dimanche, c'est un réel plaisir d'accueillir notre analyste politique, doyen Mamadou Sy. Mamadou, bonjour. Bonjour Yvette, c'est un plaisir partagé. C'est vrai que la question des femmes, on en parle souvent, mais c'est toujours important quand même de jeter un regard sur une question qui me semble très, très importante, aussi bien sur le plan politique qu'au niveau du fonctionnement de notre société. D'autant que Women First aussi, c'est une chère leader qui travaille sur le leadership féminin. Je crois que c'est un plaisir de revenir sur ça, surtout de partager aussi avec une responsable de ce mouvement leader sur les questions qui touchent à l'égalité, à la promotion, au leadership féminin. Alors, sans plus tarder, nous démarrons cette émission avec la première question pour Madame Djigo Aminata. Quelle est la mission principale de l'African Women Leader Network et son action au Sénégal? African Women Leader Network est une organisation régionale, donc africaine, qui a été créée en 2017 sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine et qui est au niveau africain présidée par Ellen Johnson Sirleaf, que tout le monde connaît dans sa lutte et son engagement au niveau politique et au niveau du leadership des femmes. Et Aoulin est présent dans 40 pays africains. Donc dans chaque pays, il y a un chapitre. Et le chapitre sénégalais, c'est celui-là même qui est présidé par Dr Koumamar Gadio, que la scène publique connaît pour avoir été représentante des Nations Unies dans beaucoup de pays. Et notre objectif, l'objectif global, c'est vraiment de travailler au leadership des femmes dans tous les domaines, que ce soit au niveau économique, social et politique. Partout où les femmes sont, nous devons travailler à faire en sorte que leur leadership puisse être reconnu et puisse être valorisé. Donc voilà l'objectif principal de notre organisation. En tout cas, le leadership féminin reconnu et valorisé. Alors d'ailleurs, quant à vous, comment évaluez-vous aujourd'hui la place des femmes dans la vie politique sénégalaise? Disons que c'est le constat évident, les femmes ne sont pas représentées globalement. Maintenant, on peut relativiser en disant qu'elles sont sous-représentées. Bon, quelle que soit la formulation là, par exemple, tu l'as dit, sur 30 ministres, il y a 2 femmes ministres et 2 femmes ministres déléguées. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est dans le même tempo que les 2 premiers gouvernements du président Diomaye. Elles sont restées, je crois, toujours à 4. Bon, malheureusement, même l'expérience, là, dans les 2 premiers gouvernements du président Diomaye, il y avait des femmes qui avaient des ministères pleins, qui ont fait une rupture. Que pour la première fois, on voit des femmes diriger le sport, diriger la pêche,
des femmes ministres de la justice. Cette image-là, elle était très positive, qu'on responsabilisait les femmes à des postes de décision. Mais là, on n'avance pas, on ne recule pas. Donc, depuis les premières alternances de Wade jusqu'à présent, on a fait un pas au niveau du Parlement, il y a une augmentation du nombre, mais sur le plan politique, vraiment en termes de postes de décision au niveau du gouvernement, au niveau de l'État central, il y a des insuffisances réelles. Sur le plan politique également, dans le fonctionnement des mairies, des collectivités territoriales, il y a des maires femmes. Même là aussi, on sent que ça ne bouge pas réellement, les lignes ne bougent pas. Au niveau, il y a même une guerre ouverte contre les femmes au niveau des conseils municipaux, au niveau des conseils départementaux, au niveau du gouvernement également. Je crois que ce que Wade a laissé, on l'a pas renforcé. Wade a mis en place la parité. Tout le monde était d'accord avec cet acquis. Mais depuis 2026 ans, on n'avance pas véritablement dans la mise en œuvre de la parité. Donc il y a un blocage. Maintenant, il se situe où? Je crois qu'il y a la part de responsabilité des politiques. On ne peut pas aujourd'hui donner une explication. Elles sont compétentes sur le plan politique, elles sont compétentes sur le plan technique, administratif. Elles ont les mêmes carrières, mais elles sont sous-représentées à toutes les échelles. Et cette représentation, excusez-moi, doyen, on en parle aujourd'hui. Si nous faisons focus sur ce nouveau gouvernement, la réaction de Aoline Sénégal ne s'est pas fait attendre après cette installation, ou en tout cas ces différentes nominations. 4 femmes, dont 2 femmes ministres et 2 femmes ministres déléguées auprès de certains ministères. Alors, lors de votre réaction, on a vu quand même que c'était une position ferme, assez claire, parce qu'il y avait en amont une certaine promesse électorale, un certain travail qui avait été fait par en tout cas ce duo Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye pour en tout cas la promotion du leadership féminin. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement sur le terrain? Aoline Sénégal a eu une réaction forte, une réaction claire, une réaction rigoureuse par rapport au fait que dans cette dernière alternance, que cette dernière alternance puisse nous faire revenir les femmes en arrière. Pour nous, c'est une forme de violence faite aux femmes. Parce que vous ne pouvez pas trouver le Sénégal à un certain niveau. Notamment, je pense, ceux qui ont été, c'est Wade qui a eu 29% de femmes dans son gouvernement. C'est lui seul qui l'a fait. Tous ceux qui sont venus après ont fait moins. Et à ce niveau-là, cette génération de leaders politiques constituait un espoir. Et vous avez vu dans cette alternance comment les femmes se sont mobilisées pour que ça puisse, pour que le Sénégal puisse rester en paix. Et donc, se rendre compte pour Aoline que avec cette liste, on a juste 4 femmes et parmi les 4, il n'y a que 2 ministères pleins. Donc, c'est pour nommer la chose, c'est vraiment un recul. Un recul par rapport à l'histoire du Sénégal. Un recul par rapport au rôle et aux responsabilités des femmes. Un recul par rapport à leur niveau d'expertise et de compétence. Un recul par rapport au développement de notre pays. Parce qu'un développement ne peut pas se faire si la moitié de la population ne participe pas aux instances de prise de décision. Et si c'est vrai, la parité, c'est une parité au niveau des postes électifs et semi-électifs. Mais la dynamique de la parité devait créer d'autres dynamiques. Faire en sorte que ça impacte les autres secteurs, même si ce ne sont pas des secteurs électifs. Et ça,
ils ont la responsabilité, les politiques, les hautes autorités de l'État doivent tenir compte de ça. Personne n'a le droit de bafouer un travail qui a été fait par des générations et des générations d'hommes et de femmes qui savent que le Sénégal ne peut pas se développer sans que les femmes, qu'on leur donne la responsabilité qu'elles méritent. Qu'elles méritent. Voilà. Exactement. En tout cas, nous y restons. Comme doyen, vous l'avez tantôt dit, hein, il y a cette situation qui oblige aujourd'hui à parler de femmes qui ont stagné, des progrès quand même, qui n'ont pas eu lieu finalement, ou plutôt des régressions. Le Sénégal est souvent, par exemple, cité comme un exemple en matière de représentativité féminine grâce à la loi sur la parité. Vous parliez de Wade tantôt. Alors aujourd'hui, quel bilan peut-on en tirer finalement? Donc, je pense que Mme Digo a posé le problème, c'est que sur le plan, en tout cas électoral, au niveau du fonctionnement de notre démocratie, il y a une loi, mais cette loi n'est pas appliquée. Donc, sur le plan juridique, il y a un torse entre la loi et la réalité. Là, au niveau culturel, notre société ne bouge pas. C'est au niveau, il y a un blocage psychosocial et culturel qui fait que cette loi-là, elle n'est pas appliquée par les hommes politiques, par les partis, par l'État. Mais de notre côté, il y a un poids culturel qui est le facteur, je crois, déterminant. Elles ont beau faire beaucoup d'efforts, beaucoup de démonstrations de capacité, mais les lignes politiques ne bougent pas. C'est ça, je crois, le bilan qu'il faut faire, que notre société se regarde. Économiquement, les femmes sont les piliers de notre économie. Elles sont les piliers de notre structure familiale. Elles sont les piliers de tous les systèmes collectifs, que ce soit la santé et l'éducation. Mais qu'est-ce qui fait que ce poids économique et social des femmes ne se traduit pas au niveau des instances de décision? La grande question. Donc on est bloqué. On est bloqué parce que ceux qui décident, ce ne sont pas des femmes, ne gèrent pas également les intérêts des femmes. C'est ça le divorce qu'il y a entre le décideur et la marginalisation des femmes. Et tant que les femmes ne seront pas dans les instances de décision, on va rouler dans un cercle vicieux. Oui. Et je crois que c'est ça, c'est ce blocage, ce verrou-là, qu'il faut essayer de prendre en charge. Moi, je prends l'exemple souvent des jeunes filles. Mais on a fait des progrès énormes en termes de scolarisation des jeunes filles, en termes de formation. Vous prenez tous les secteurs économiques aujourd'hui, vous avez des filles qui émergent, qui se battent. Mais ça ne se traduit pas dans le fonctionnement de l'État. Même cette génération nouvelle qui est venue au pouvoir, pour ne pas nommer le pasteur. Si vous regardez ce mouvement-là, mais l'essentiel, c'est des jeunes filles. C'est elles qui occupent les réseaux sociaux, c'est elles qui sont dans les mobilisations, c'est elles qui organisent le mouvement. Ils arrivent au pouvoir. Tu ne vois pas les militants de passer dans l'administration. Exactement. C'est comme si on disait aux jeunes, battez-vous pour qu'on arrive au pouvoir, après nous, on gère à votre place. C'est cette culture-là, on la retrouve dans tous les partis. On le retrouve aussi au niveau de... Je vois par exemple le président de la République, le palais. Pratiquement, les femmes sont dans les postes de secrétariat. Exactement. C'est cette culture-là, depuis Senghor. C'est-à-dire que si elles sont dans les ministères, c'est pour être secrétaire, c'est pour être assistante, mais jamais pour décider. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut voir la réalité. Maintenant, il y a un travail d'éducation. Là aussi, je suis désolant de le dire, que nos hommes-là, peut-être qu'il faut éduquer les hommes politiques. Je pense que nous reviendrons en tout cas sur cet aspect d'éducation, de masculinité positive, entre autres en tout cas. Pour revenir à Madame Aminata Dibo, comment en tout cas, ou plutôt quelles sont en tout cas les compétences aujourd'hui essentielles pour exercer un leadership féminin politique efficace? Les femmes sont compétentes. Et moi j'ai même envie de dire que le Sénégal est malade de ses élites, pour ne pas dire de ses élites politiques. Surtout. Parce que
ils sont en déphasage avec la réalité sociale et culturelle. Allez dans les quartiers, dans les marchés, partout, tous les secteurs dynamiques sont occupés par des femmes. Dans les maisons, les familles, ce sont les femmes qui sont les socles. Chaque homme que tu vois fait référence dans ce pays-là, fait référence à sa mère, à sa sœur, à sa tante, à sa grand-mère, plus que grand-père, père, etc. Mais où se situe le problème? Pourquoi cette masculinité du Sénégalais, masculinité positive du Sénégalais, s'arrête simplement au niveau de la famille? Pourquoi cela ne peut pas être traduit au niveau des instances, au niveau politique, au niveau des responsabilités? Ça, c'est un paradoxe sénégalais. Et nous devons l'interroger. Nous devons interroger pourquoi les hommes politiques sénégalais sont en déphasage avec leur propre communauté. Parce que dans la société sénégalaise, les femmes, tout le monde le sait, les femmes, ce sont les socles de notre nation. Exactement. Maintenant, comment, pour Aouline, les femmes sont compétentes. Elles portent les valeurs intrinsèques de notre pays. Là où vous entendez trahison, vous entendez détournement, si vous comptez 100, vous ne verrez pas 2 femmes à l'intérieur. Donc, une communauté, une société, un pays, une nation, ce qui l'a fait progresser, ce n'est pas seulement l'argent, ce sont les valeurs que portent les personnes. Exactement. Et le Sénégal a un capital à travers les femmes de ce pays. Et ce capital, il n'est pas exploité. Je ne veux pas parler de politique, mais récemment, avec ce qui s'est passé, vous avez vu, les femmes n'ont pas trahi. Exactement. Elles sont restées dans leur ligne directrice. Donc tout cela, ce n'est pas un hasard. C'est lié au fait que c'est notre société, notre communauté, la sociologie de notre pays prépare les femmes à porter des valeurs fortes. Et les hommes ont intérêt à mettre les femmes au devant de la scène. Ou bien, même s'ils ne les mettent pas devant de la scène, être avec ces femmes, considérer cela comme un facteur de développement de ce pays. Ce n'est pas possible dans un pays d'accéder au développement si une personne sur 2 n'est pas associée aux prises de décision. Exactement. Comme on le dit souvent, ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Alors, doyen, tantôt vous évoquiez quelques obstacles, en tout cas, qui auraient freiné, en tout cas, ou qui peuvent freiner l'accès des femmes aux postes de responsabilité politique. Vous parlez tantôt de masculinité positive, vous parlez tantôt d'éducation, d'encadrement, en tout cas, de différents postes que les femmes occupent, que ce soit au palais ou autre, des postes de secrétariat. Pouvez-vous revenir sur la chose, s'il vous plaît? Oui, disons que c'est cette mentalité-là qui est peut-être africaine, non? C'est que l'Africain a encore une perception du pouvoir qui exclut la femme. Le patriarcat, finalement. Le patriarcat. La femme ne peut pas être chef de ménage, elle ne peut pas être chef de communauté, elle ne peut pas être président de la République. Cette culture-là, les hommes sont nés dans ça, ils grandissent dans ça, ils reproduisent ce modèle-là. Ce qui fait que quand ils sont nécessairement au pouvoir, tu exclus les femmes, parce que cette culture-là, tu as grandi avec. Donc sur le plan politique, c'est ça notre difficulté. Ça dit qu'on a la parité. Wade a fait ce pas-là, parce que Wade, quand même, c'est un homme d'opposition qui s'est opposé 26 ans, qui a vu à ses côtés des femmes, des leaders femmes. Le PDS, c'est vrai, des hommes, Wade et ses militants et ses cadres, mais à côté, il y avait des femmes leaders dans le PDS. À l'époque aussi, il y avait un mouvement féminin très fort
qui ne négociait pas ses compétences techniques, ses compétences politiques. Alors, ce mouvement féminin a fait pression et a participé à la première alternance. C'est cette pression du mouvement féminin, l'expérience de Wade qui a fait que Wade a dit mais je mets en place la parité. Les gens ne voulaient pas de cette loi-là. Mais il a fallu faire une pression pour que cette décision soit portée par Abdoulaye Wade. Bon, on le voit, Macky Sall arrive, ensuite maintenant c'est Diomaye, mais ils ne subissent pas une pression du mouvement féminin. Aucun d'eux. Sauf peut-être la dernière fois quand le président Diomaye a dénoncé les meurtres, les violences contre les femmes. Parce qu'il y a eu une réaction collective du mouvement féminin qui a fait un communiqué, qui a fait pression, qui a même interpellé le président pour qu'il sorte de son silence. Exactement. Donc il y a cette défaillance-là. Le mouvement féminin s'est affaibli. Il existe dans tous les secteurs, vous voyez les femmes s'organiser, mais il n'y a plus de pression du mouvement. Il n'y a plus de leadership féminin. On a aussi des leaders toujours qui sont dans les partis politiques, qui sont dans l'État, mais elles ne sont plus les représentantes du mouvement féminin. Comme c'est rare de voir par exemple les femmes qui sont dans le gouvernement ou à l'Assemblée porter le mouvement féminin. C'est cette difficulté-là qui fait que le leadership féminin, il n'a plus de pression sur le pouvoir politique. Maintenant, l'autre difficulté aussi du leadership féminin, c'est qu'il n'y a pas véritablement une éducation de l'État. L'État n'éduque pas les gens. On l'a dit tout à l'heure, tout le monde est d'accord sur le poids des femmes. Mais ça ne se traduit pas à l'école. Ça ne se traduit pas à l'université. Regardez les 6 universités, des écoles ou instituts. Mais c'est peut-être, je crois, à l'UQAD, par exemple, il n'y a jamais eu de recteur femme. Malheureusement. Il y en a eu par intérim à un moment donné. L'année dernière. Bon, à Thiès, il y a eu une femme recteur à un moment donné. Mais vous regardez la structure de l'éducation, les femmes ne sont pas au sommet. Et pourtant, elles ont la compétence. Elles sont enseignantes, elles sont professeurs, elles sont aussi compétentes que les hommes. Mais c'est rare de les trouver directeurs d'école ou doyens de faculté ou recteurs. Donc cette marginalisation-là, elle est liée au fait que notre éducation ne prend pas en compte la participation des femmes au développement. C'est ça la vérité. C'est notre système éducatif. Il est trop masculin. Surtout. Et politicien. Surtout. Ce qui fait que, pour moi, le volet éducatif, il faut que les femmes se battent pour qu'on prenne en compte dans les curricula, mais la question de la femme. On ne le fait pas. Dans les curricula, qu'on forme les jeunes élèves, qu'on forme les étudiants, les enseignants, à intégrer la dimension femme. C'est comme la dimension éducation, la communication. Notre État ne communique pas sur ces défaillances-là. Pour moi, voilà les deux piliers. C'est le pilier éducatif et le pilier de la communication. Si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut s'appuyer sur ces deux leviers-là. Même le pouvoir traditionnel religieux. Bon, on n'en parle pas, mais il fait partie des blocages. Notre système, par exemple, la différence entre les musulmans et les catholiques, elle est là. Le musulman sénégalais, il est encore dans le passé. Alors que la religion catholique, elle fait la promotion, elle éduque. Il n'y a pas de blocage culturel à ce niveau-là. Au niveau des musulmans, vous avez énormément de blocages. Moi, j'ai été ahuri des fois de voir des journalistes qui ont du mal à accepter que des confrères, des consoeurs, occupent des fonctions de responsabilité. Malheureusement. Des journalistes responsables. Malheureusement. Donc ça, c'est un problème éducatif, c'est vrai, c'est un problème d'éducation. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les femmes revoient la forme de pression.
notre société, elle ne bouge que quand il y a pression. Quand il y a pression. Je rappelle, chers internautes, que vous êtes sur Women First TV et que vous suivez la loupe qui revient aujourd'hui sur les compétences, l'expertise et le leadership féminin, la place des femmes sénégalaises dans les sphères politiques ou dans les sphères de prise de décision. Et c'est un plaisir d'accueillir en tout cas sur ce plateau Madame Aminata Djibo, professeure de lettres, consultante et secrétaire générale de Sénégal, et le doyen Mamadou Sy Albert, notre analyste politique. Alors, doyen parlait tantôt, Madame Djibo, de quelques blocages qui font aujourd'hui que les femmes ne parviennent plus à mettre cette pression qu'il y avait du temps de Wade à ce nouveau gouvernement pour qu'il puisse avoir une certaine parité, une certaine en tout cas prise de décision, une certaine place que la femme doit occuper dans ces sphères de prise de décision. Alors, que faudrait-il mettre en place dès maintenant pour une nouvelle génération de femmes leaders émergentes? Vous savez, je suis d'accord avec doyen Sy, avec son analyse. Il y a un travail de profondeur à faire. Mais il y a des acquis qui sont là. Et la responsabilité des hautes autorités de l'État, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la justice sociale. D'accord. Et là, ça, c'est leur responsabilité. C'est pourquoi Aïlune a sorti ce communiqué. Le travail de base, il peut être fait. Mais ici et maintenant, quelle est leur responsabilité? Quel est leur devoir? Qu'est-ce que les hautes autorités de l'État doivent faire pour ne pas être le facteur essentiel de blocage? Parce qu'en réalité, en ce moment précis, c'est ça qui se passe. Parce que un gouvernement, c'est un miroir où chacun se regarde. Donc, le simple fait de penser que dans ce pays, on peut prendre 30 ministres et n'avoir que 2 femmes, ministres pleins, et 2 autres qui sont des ministres délégués, ça, qu'est-ce que ça fait dans la conscience collective de nos enfants? Exactement. Qu'est-ce que ça impacte sur la jeune génération d'hommes qui sont en train de les regarder? Parce qu'eux aussi, ils ont un devoir de transmission. Et le devoir de transmission, c'est de ne pas faire mieux que la génération passée. Alors que nous avons, en tout cas, excusez-moi de vous couper la parole, nous avons cette fameuse loi sur la parité. Faudrait-il aujourd'hui aller au-delà de cette parité finalement numérique pour atteindre une véritable égalité de pouvoir? Justement, moi, je voulais revenir sur la loi de la parité. C'est une avancée. Mais elle ne peut pas, elle a ses limites. Elle ne peut pas procurer aux femmes la place qu'elles désirent. Parce que cette parité-là, elle se fait où? Au niveau des partis politiques. Exactement. Et les partis politiques sont exclusivement dirigés par des hommes. Par des hommes, malheureusement. Et les postes de responsabilité dans ces partis politiques-là, c'est occupé par des hommes. Et je ne dis pas que partout dans les partis politiques, c'est la même chose. Mais si les femmes, elles désirent être sur les listes, elles sont, dans beaucoup de cas, être obligées de suivre quelqu'un, de suivre un homme pour avoir une place. Malheureusement. Parce que c'est eux qui font les listes, qui les confectionnent, qui les font, qui les déposent. Donc, et en général, en politique, on n'aime pas beaucoup les femmes qui ont leur mot à dire. On aime celles qui se bagarrent, celles qui mobiliser, mais loolu dafa war a am lu mu àndal. Donc ça doit se refléter dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et je vais terminer par dire, il a raison le doyen Sy de dire que le mouvement féminin s'est affaibli. Parce que je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire
pour même les femmes qui sont dans les sphères politiques. Parce qu'avant d'être une politique dans un parti, tu es d'abord une femme. Moi, j'ai vu dans Internet une association de femmes qui a sorti un communiqué pour dire qu'elle se réjouit de l'avancée des femmes dans ce gouvernement-là. Et je me suis dit, mais dans quel pays sommes-nous? Comme tout qu'il y a dans certains endroits, des femmes qui préfèrent que la parité ne soit pas respectée dans leur localité, malheureusement. Oui, donc il y a un travail à faire et c'est ça que Aouline est en train d'enclencher, de faire. Et dans ce que nous sommes en train de faire, je voulais le dire, pour cette transmission générationnelle. Surtout. On a des projets, on a développé la dernière fois un projet où on a pris des jeunes femmes, une trentaine de jeunes femmes, qui sont mentorées par des femmes beaucoup plus établies, qui ont déjà fait leurs preuves. Ça aussi, c'est une forme de transmission générationnelle. Et aussi, le mouvement féminin, attention, il est là. Hein? La jeune génération est là. Et elle est bien là et bien engagée. Et là où nous faisons peut-être du masla, elles ne le font pas. Et elles ont la capacité et les capacités nécessaires pour faire bouger les lignes. Parce qu'il faut que les choses bougent. Jusque-là, on a été, c'est vrai, quand il fallait se battre, on s'est battu. Ce que nous devons réclamer, nous le réclamons. Mais quand même, il ne faut pas qu'on pousse le bouchon trop loin. Trop loin. Oui. Surtout. Voilà. Surtout. En tout cas, le temps qui nous est imparti, par exemple, le temps qui nous est imparti, en tout cas, est presque terminé. C'est pour cela que j'aimerais savoir, en tout cas, quel changement institutionnel, comme vous l'évoquez tantôt, ou culturel, serait nécessaire pour renforcer le leadership féminin en politique? Non, je crois que honnêtement, il faut agir. C'est bien que l'action. C'est pas le discours. Nous, dans le gouvernement, il faut qu'on mette des femmes, l'expertise, elle est là, qu'on mette les femmes à des postes de responsabilité au niveau du gouvernement, mais pas seulement au niveau du gouvernement, mais c'est au niveau du fonctionnement de la vie politique nationale. C'est-à-dire que la vie politique nationale, elle ne prend pas en charge cette question-là. Et ça, il faut que les acteurs politiques reviennent sur cette thématique, la place de la femme dans le développement. On a évacué cette question. C'est presque un tabou. Et les gens, il y a un consensus qui ne dit pas son nom, tous les acteurs politiques, ils ont une part de responsabilité, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition. Je crois que c'est important que le débat politique prenne en charge cette question de la place de la femme, mais également le leadership féminin. Parce que, bon, je ne l'ai pas développé, mais les gens confondent le mouvement féminin avec les questions de genre à l'occidental. Il y a beaucoup de gens qui créent la confusion en disant que les femmes veulent la libération, qu'elles veulent être des Européennes, qu'elles veulent ceci et ceci. Ça aussi, c'est un discours très nocif qui ne permet pas aux Sénégalais de voir la réalité économique de la femme, la réalité sociale, la réalité. C'est dans notre culture. L'Afrique ne s'est jamais construite sans la femme. Jamais dans notre histoire. Dans toutes les communautés de base, depuis que notre société existe jusqu'à actuellement, la femme, elle est un élément central de notre société. Mais malheureusement, on ne le traduit pas, comme je le disais, dans la politique publique. C'est ça le blocage. Tu prends les Européens, pourquoi ils ont dépassé ce stade-là? Mais parce que la politique publique, elle est là, elle est définie aussi bien par les hommes que par les femmes. C'est la société qui définit sa politique publique. Mais si chez nous, il n'y a que les hommes qui définissent la politique publique, c'est eux qui sont députés, c'est eux qui sont ministres, mais cette politique publique-là, elle est baisée dès le départ. Dès le départ. Et je crois que c'est ce travail culturel-là
bon, qu'il faut mettre en avant. Je suis d'accord aussi avec Mme Djibo. On n'a pas exploité, par exemple, le mouvement culturel. Le nombre d'artistes que tu as ici au Sénégal, de musiciens, de peintres, tout ce qu'on a comme jeunesse dans ce secteur-là, ben, il faut le mobiliser pour le leadership féminin. C'est eux qui peuvent faire bouger la société sénégalaise. Et je crois que c'est ça, pour moi, le rêve en tout cas, c'est que ce leadership féminin soit accompagné par les forces vives. Ces jeunes-là, ils ont du talent. Ils aspirent à un changement de société. Exactement. Mais il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. C'est ce qui fait que, bon, je donne toujours l'exemple de ce gouvernement-là, c'est une nouvelle génération qui est au pouvoir. Je ne sais pas si c'est trop de le dire, mais on risque d'avoir une jeune génération plus arriérée que la précédente, malheureusement. Et ça, c'est un risque énorme. S'ils ont les mêmes réflexes que les anciens, là, qu'ils sont bloqués par cette culture patriarcale, bah, ils vont rester peut-être 15 ans, mais ça ne va pas bouger. Ni économiquement, ni socialement. Et ça, je pense qu'il faut que en tout cas, moi, je suis convaincu d'une chose depuis que je regarde de près la politique. Wade, il a bougé parce qu'il y a eu pression. Diouf a bougé parce qu'il y a eu pression. Mais cette nouvelle génération, Macky Sall, il a bougé parce qu'il y a eu pression. Mais ces gens-là, qui sont au pouvoir actuellement, ils ne subissent aucune pression. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à quand même à déloger le débat? Parce que le débat maintenant, il est plus focus sur des hommes politiques, sur des guerres, des querelles entre autres, pour chacun essayer de tirer la couverture pour lui seul. C'est pour cela que, en tout cas, l'aspect social, les questions sociales sont reléguées au second plan. Et pour terminer avec Madame Aminata Djibou, qui parlait tantôt, en tout cas, du travail colossal qu'Aba Aoulin Sénégal pour accompagner en tout cas les femmes qui souhaitent s'engager dans la politique ou accéder à des postes par le système de mentorat. Alors, quel message souhaitez-vous aujourd'hui adresser aux jeunes Sénégalaises qui aspirent à devenir des décideuses, des élus ou des leaders politiques de demain? Vous savez, je voulais revenir un peu sur ce que le doyen ici a dit. Bien sûr. Mais il faut savoir, c'est vrai que depuis 2000 jusqu'à présent, c'est vrai, on a parlé de loi, la parité et tout, mais si vous regardez, ça n'a pas beaucoup évolué. Parce que c'est 3 ministres, 8 ministres, 12 ministres, le taux le plus élevé, c'est 29% de femmes dans un gouvernement. Et c'était sous Wade. Macky Sall lui-même, c'est le plus élevé, c'est 24%. Donc, vraiment, ça n'a pas, les femmes n'ont jamais été, on ne leur a jamais donné leur place dans les plus hautes autorités de l'État. C'est ça la vérité. Maintenant, ce qui a marqué notre préoccupation, c'est même le petit acquis que nous avions. On parle de 24% à 13%. Malheureusement. C'est même à la limite dangereux pour notre pays. Donc, je voulais terminer pour dire que Aoulin lance un appel solennel aux plus hautes autorités de l'État pour que ce qui a été fait puisse être rectifié. Exactement. Il faut que ça soit rectifié parce que c'est une question de justice sociale. C'est une question aussi de l'engagement du Sénégal par rapport à beaucoup d'instruments de la sous-région et au niveau international. Donc ça, c'est un appel solennel que nous lançons aux autorités. Pour les jeunes femmes, personne ne peut arrêter la mer avec ses bras. Le Sénégal, il avance. La preuve, c'est votre télévision. Vous l'appelez Women First. Ça, il y a 10 ans, 20 ans, personne ne le fait. Mais vous marquez votre identité en disant que nous soutenons les femmes d'abord. Aoulin, c'est une organisation sous-régionale.
donc qui a des missions. Et sa mission essentielle, c'est de faire en sorte que partout en Afrique, et notamment dans ce pays, le Sénégal, où Aline Sitoé Diatta a joué le rôle, où ou encore et encore ont joué ce rôle-là, personne n'a le droit de nous faire reculer et revenir au patriarcat. Non, ils n'ont pas le droit, personne n'a le droit. On doit avancer. Et ça, c'est une exigence démocratique. C'est une exigence démocratique. Le Sénégal, vous l'avez trouvé à un certain niveau, votre responsabilité morale, c'est de le rehausser, mais non de le faire reculer. Ça, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire aux jeunes générations, aux jeunes femmes, compétences, cherchez vos compétences. Si vous êtes compétente, si vous êtes déterminé, si vous êtes engagé, personne ne peut vous arrêter. Et dans les années à venir, peut-être une autre génération, une femme sera présidente de la République. Et ça, ce sera le résultat de tout le travail qui a été historiquement fait pour qu'une femme accède au pouvoir. En tout cas, c'est sur ce message fort que nous clôturons cette émission. En conclusion, les femmes sénégalaises ont des compétences, elles ont l'expertise et la capacité de leadership nécessaires pour occuper pleinement leur place dans les sphères politiques. Le défi aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, est de transformer ces potentialités en opportunités réelles et durables et que l'État respecte ses engagements et autres promesses tenues, en tout cas autres promesses politiques jusque-là. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.